Bonjour, Egunon. Donc voilà, ce livre sorti en 2024, qui est une sorte de journal de traducteur ou journal d'une traduction, où on rentre un petit peu, on met les mains dans le cambouis, on rentre un peu dans l'atelier du traducteur. Donc Pierre Vinclair, pour vous le présenter, qui s'excuse, n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc je suis son éditrice, Mélanie Cessiac-Duprat, les éditions Exopotamie. Ce livre a été écrit d'abord pour s'intéresser un petit peu à cette fameuse poétesse Emily Dickinson qui a vécu il y a 200 ans, poétesse américaine qui est en tout cas pour beaucoup la plus grande de tous les temps pour l'instant. Qui est un peu une énigme puisqu'elle a vécu quelque part en autarcie, un peu dans sa chambre, dans le Massachusetts, où elle a reçu quelques personnes, mais je crois que même vers la fin de sa vie, les personnes qui venaient les voir restaient dans le couloir, elle restait dans sa chambre. Et voilà, elle avait comme ça juste des liens d'échange vocal sans lien direct. Et donc, c'est quelqu'un qui a vraiment écrit d'une manière très particulière, déjà pour les anglophones. C'est une écriture poétique très, très étrange, avec une syntaxe vraiment particulière. Et donc, Pierre Vinclair, qui est un poète contemporain, qui est aussi traducteur, critique, essayiste, qui réfléchit beaucoup autour de la poésie, a voulu un peu, pour s'emparer de cette voix, essayer un peu de rentrer dans la voix, dans la tête d'Emily Dickinson. Il est parti de 20 poèmes. Il a décidé de les traduire en expliquant un petit peu toute la mécanique de traduction, par où il est passé, toute l'élaboration un petit peu de sa réflexion pour arriver à traduire chacun de ces 20 poèmes. Chaque chapitre, il y a un poème et à chaque fois, il le prend par un bout différent. Et il explique comme ça toute cette mécanique et parfois les impasses aussi dans lesquelles il se trouve et comment il contourne ou il détourne. Mais peut-être je vais vous lire un petit peu déjà une partie de l'avant-propos pour vous montrer un petit peu ce qu'il raconte. Parmi toutes les expériences que l'on peut faire d'un texte, celle de la traduction est sans doute la plus complète. Elle implique de soulever, sous-peser et contempler chaque mot, chaque articulation, chaque tournure syntaxique pour en comprendre la signification, la valeur et la fonction. Afin de traduire, il faut s'enquérir d'une foule d'informations historiques, biographiques, linguistiques, non pour elles-mêmes, mais pour saisir au plus près ce que le texte en question fait à cette matière dont il s'empare et qu'il déforme. Qui plus est, non seulement il faut avoir une compréhension claire du texte et une bonne connaissance du contexte, mais avant de choisir sa propre version définitive de tel ou tel fragment, on aura dû envisager et juger l'ensemble des versions possibles. L'œuvre apparaît donc au traducteur ou à la traductrice comme doublée d'un nuage de virtualité que sa version finale, publiée, aura rejeté dans le néant. J'aime bien déjà cette idée de nuage de virtualité où effectivement, dans une des premières étapes, quand on commence en fait à vouloir traduire un texte, à s'en emparer, eh bien, il faut soi-même élaborer plusieurs possibilités, plusieurs chemins, et qui sont comme ça, voilà, comme un nuage de virtualité qui flotte un peu au-dessus de notre tête, et qu'à un moment, on va essayer de faire descendre, de tirer des fils pour partir après dans un processus de choix. Et donc il continue, il dit « Traduire, c'est d'abord lire, enquêter, déployer, essayer, comparer, objecter, puis choisir. On trahit beaucoup moins qu'on agit et de différentes façons. On dit « Traduire, c'est trahir », comme s'il n'existait que le résultat de ces multiples actions. Un second texte qui se superpose imparfaitement au premier. Mais ce qui existe, ce sont d'abord ces gestes qui, en tant que tels, ne trahissent ni ne sont fidèles. Ce sont des gestes, ils ne sont pas de même nature que le texte, tout comme les gestes du critique dont on dit on ne dit pas qu'il trahit ni qu'il est fidèle au texte qui l'éclaire. Donc vous voyez, ça donne un petit peu une idée du ton, en tout cas, de Pierre Vinclair dans ce processus d'écriture. Là, on est dans l'avant-propos où il pose, et bon, il y en a encore 2-3 pages, je pourrais vous lire d'autres extraits, mais il pose un petit peu comme ça les jalons pour qu'on comprenne un petit peu de comment
voilà, comment lui il conçoit en tout cas la traduction. C'est à la fois un exercice, un jeu, il y a une part comme ça ludique, mais c'est aussi vraiment quelque part un travail d'écriture où on va réécrire, on va partir d'un texte de quelqu'un d'autre pour le réécrire d'une autre façon, du fait de le transposer d'une langue à l'autre. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que j'aimerais quand même, si j'ai le temps, vous lire des extraits des traductions donc des fameux poèmes. Mais peut-être pour vous parler un petit peu plus d'Emily Dickinson, je vous donne voilà, quelques infos sur ce qu'il en a écrit, Pierre Vinclair, dans l'avant-propos toujours. Il dit « Quoi qu'elle soit populaire, la poésie d'Emily Dickinson est difficile. Les paradoxes, les formules lapidaires, les images abracadabrantes y abondent, au point que la critique est souvent démunie lorsqu'elle veut mettre au jour ce qu'elle veut dire avec précision. Heureusement, la musicalité de sa langue emporte, comme un souffle, permettant à qui s'y confronte de surmonter un à un les obstacles à la signification. Mais que faire de cette musicalité en traduction ? Comment rendre compte des rythmes, des accents, des rimes? Choisir de traduire la musique ne se ferait-il pas au détriment de la signification? Réciproquement, s'accrocher à la vision décelée dans le poème n'implique-t-il pas de renoncer à la musicalité? Et donc ça, c'est des questions assez importantes parce qu'à partir de là, en fait, il a construit le livre en le divisant en deux parties, avec une partie qui s'appelle Vision et une partie qui s'appelle Musique. Et donc, Vision, hein, si je ne me trompe pas, oui, c'est la première partie où là, à la fois, déjà, il pose les jalons de sa mécanique de traduction où il décide de respecter la métrique et la rythmique des poèmes d'origine qui, donc chez Emily Dickinson, respecte le ballade-metteur, qui est une rythmique en 8-6, 8-6, plus ou moins iambique, c'est-à-dire que dans un pied de 2 syllabes, la seconde est accentuée, et dans chaque quatrain, le deuxième vers rime avec le quatrième. Donc il est parti déjà en respectant ces règles-là, ce qui est déjà une énorme contrainte, surtout que on sait bien... quand on passe de l'anglais au français, en français, on a beaucoup plus de mots pour dire la même chose, donc c'est vraiment assez complexe. Et donc voilà, et il essaye à la fois de respecter l'ambiance et la syntaxe très particulière d'Emily Dickinson, et ça donne des choses assez étranges, mais qui sont de toute façon étranges dans la langue d'origine pour les anglophones. Donc là, par exemple, je vous lis un petit extrait d'un poème qu'il a traduit en respectant toutes ces règles-là. De bronze et braise, le nord, ce soir, si parfait, il prend forme, préarrangé avec lui-même, si lointain, des alarmes, si souverainement insoucieux de l'univers où moi, contamine mon esprit simple de taches de majesté. Dès lors, je prends de plus grands airs et me pavane sur ma tige, dédaignant homme et oxygène par arrogance d'eux. Mes splendeurs sont ménageries, mais leur spectacle inégalable divertira les siècles lorsque je serai depuis longtemps une île en l'herbe déshonorée que nul hors pâquerette connaisse. Vous voyez, c'est quelque chose où il y a vraiment une rythmique un petit peu à la fois dansante et sautillante et un petit peu bégayante presque. En plus, visuellement, voilà, elle avait, Emily Dickinson, cette particularité qui a été longtemps très questionnée, reprise, tournée dans tous les sens, de mettre beaucoup de tirets. Et donc, ça donne aussi un aspect comme ça, un petit peu télégraphique, un petit peu boitillant. Mais voilà, qui donne aussi sa couleur bien particulière à sa poésie. Je vous lis un autre extrait. J'imagine, quand je compte tout, 1 poète, 2 soleil, 3 l'été, puis paradis de Dieu, et la liste est infinie. Me retournant, les premiers semblent tant englober l'ensemble, les autres font spectacle inutile, que j'écris, poète, tout. Leur été dur, année solide, il se paie un soleil que l'Est jugerait excessif, fût-ce paradis au loin. Aussi beau que ce qu'ils préparent pour ceux qui les chérissent,
voient la grâce trop difficile pour justifier le rêve. Donc on entend aussi qu'il y a cette forme de musicalité voilà, vraiment propre à l'écriture d'Emily Dickinson. Et là, peut-être pour finir, il me reste encore 5 minutes, je vais vous lire quelques autres petits extraits. Les admirations et mépris du temporel deviennent justes par la tombe ouverte ce qui meurt, offrant comme une hauteur, réorganise l'évaluation, et ce qu'on n'a pas vu, on le distingue, clair, et ne voit presque plus ce qu'on voyait avant. La vision composée, lumière, autorisant lumière, le fini et l'infini dedans, esprit convexe et concave, revient vers le temps et s'avance vers le Dieu qu'il est. Une dimension très mystique aussi dans la poésie d'Emily Dickinson, voilà, qui a eu cette vie comme ça un petit peu monacale, mais qui vivait dans cette chambre en angle d'une rue depuis laquelle, de sa fenêtre, voilà, elle observait beaucoup le paysage, la nature, le ciel, et en fait d'avoir eu cette vie très, très méditative finalement. Je pense qu'elle a vraiment développé une espèce de connexion à l'esprit, à la nature, au vivant, qui a donné aussi à sa poésie et à sa langue cette dimension très, très méditative, réflexive et même un peu mystique, quoi. Encore un extrait. Dans cette fois le 2e chapitre qui s'appelle Musique. Coupe l'alouette, tu verras la musique, bulbe après bulbe, rouleau d'argent, chichement rendu dans le matin d'été, tenu pour ton oreille une fois les luttes vieux. Lâche le flot, tu verras c'est flagrant, jet après jet juste pour toi. Expérience écarlate, Thomas sceptique, et là que ton oiseau disait vrai, en doutes-tu? Et s'il me reste encore un petit peu de temps, encore un peu de poésie d'Emily Dickinson. L'été, plus loin que les oiseaux, dans l'herbe, pathétique, une nation mineure célèbre sa liturgie pudique. Aucune ordonnance visible, si graduelle la grâce qu'elle devient douce coutume, solitude plus vaste. Senti ancestral à midi, quand août brûle plus bas, s'élève ce cantique spectral, le repos figurant. Diminuée encore nulle grâce, ni ride à la lueur, mais une différence druidique embellit la nature. Il y a presque un côté d'une langue, je trouve, qui parle un peu comme ça à l'inconscient, à l'esprit, à l'être un peu profond, quoi. C'est vraiment une langue dans laquelle je pense qu'il ne faut pas trop intellectualiser, même si finalement ce livre est un peu à l'opposé de ce que je viens de dire, puisqu'il tente vraiment de rentrer, de comprendre, mais justement par la méthode et par l'histoire du processus de traduction, il tente en tout cas de saisir toute la dimension, les dimensions même assez fascinantes de cette écriture. Et voilà, et un dernier extrait avant de finir. La fraîcheur fascinante que la musique laisse est confirmation terrestre de l'extase en obstacle, germination du ravissement dans l'être timide et tumultueux, bonne, étrangeante créature vers un être supérieur qui nous courtise, mais pas notre créateur. Merci.